à tous, merci d'être là. On va débuter pour respecter le timing parce qu'une heure ça passe très vite. Je pense que vous vous en êtes peut-être déjà rendu compte. Donc merci d'être là. On va parler pendant une heure du MICE, tourisme d'affaires. On reprécisera juste après ce que c'est exactement. Et pour cet atelier, j'ai avec moi 3 intervenants. Donc Emmanuel Legault qui vient de Montréal, qui travaille au Palais des Congrès de Montréal. Juliette Dagois du Potager Extraordinaire, un parc qui a ouvert il y a 2 ans maintenant en Vendée. Et Nicolas Martin de La Rochelle, tourisme et événements. Donc, avant de débuter sur nos sujets phares, on a divisé cet atelier en 3 temps, on vous les montrera après. On s'est dit que ce serait bien de faire un petit rappel du tourisme d'affaires et d'expliquer exactement ce que c'est pour que tout le monde ait les bases. Voilà. Le tourisme d'affaires, c'est tout simplement toutes les activités économiques qui sont liées au déplacement professionnel, que ce soit des déplacements professionnels individuels ou en groupe. Et en fait, cette notion d'individuel ou en groupe, elle est importante puisque quand on parle du MICE, on va parler des déplacements d'affaires en groupe. Donc tout ce qui est congrès, événements, séminaires, etc. Et donc MICE, alors, je prenne dans le bon sens. MICE, voilà la définition exacte. Donc Meeting, Incentive, Convention et Event. C'est différents types d'événements où on se retrouve dans un lieu défini. Ça peut être sur plusieurs jours, ça peut être sur une journée, voilà, sur des thématiques précises, dans un but professionnel. Avant de démarrer, on va se prêter au petit exercice, puisque vous l'avez tous compris, les ET ont 20 ans. Et donc, le MICE, il y a 20 ans, c'était quoi ? Il y a 20 ans, c'était du papier, du téléphone, du fax, du Minitel, voilà. On appelait pour savoir si un lieu était disponible, on envoyait un courrier, voilà, on passait par tous ces outils qu'on avait à l'époque, on a toujours, mais on n'avait pas tous les outils numériques qu'on a aujourd'hui. Il y a 20 ans, c'était du présentiel, du présentiel, du présentiel. C'est encore du présentiel, mais aujourd'hui, encore une fois, on a tous ces outils technologiques. Vous connaissez tous Teams, Zoom, tous ces outils qui peuvent être utilisés. Il y en a plein d'autres. Donc, on peut combiner virtuel et présentiel. Et on était vraiment sur on vient consommer, écouter, faire du réseautage. Il n'y avait pas encore forcément la notion d'expérience. Et je glisse ça maintenant puisque ce sera un de nos sujets dans cet atelier. On parlait du papier tout à l'heure, il y avait des guides spécialisés, peut-être que vous connaissez 1001 salles, ABC salles, allez où. C'est des guides que vous trouvez en ligne, qui ont des sites internet, mais avant ça, il y avait des guides papier, Bedouk, Réunir, existaient. On avait les lieux référencés, on pouvait contacter des agences spécialisées sur le MICE, sur l'organisation de ces événements. Et forcément, le durable, on s'est dit que ce serait intéressant puisqu'on va en parler après. Est-ce que c'était au cœur des préoccupations ? Pas vraiment. Le durable, c'était pas un sujet. Il y a 20 ans, c'était aussi le développement des compagnies aériennes low cost. Donc forcément, c'était plus facile pour se rendre dans certaines destinations. Donc on n'avait pas de préoccupation durable à l'époque. Maintenant que ce petit flashback est fait, on va rentrer dans le vif du sujet. On a prévu un atelier en 3 temps. Premier temps, c'est comment s'imposer sur le tourisme d'affaires, sur le MICE, comment une destination peut se positionner sur le sujet. Ensuite, on parlera du tourisme durable. C'est quand même un sujet d'actualité qui est au cœur des préoccupations. Et dans un 3e temps, on parlera des formats d'événements. Ce que je vous disais, il y a 20 ans, on était vraiment sur la consommation de conférences, du présentiel. Mais on voit de plus en plus, et c'est pas nouveau, qu'on attend de l'expérience. Terme très à la mode, mais qui s'y prête bien. Margot, moi, oui. Je remarque quelque chose, par contre. Il y a 20 ans, c'était un monde d'hommes, le MICE. Il n'y avait aucune femme. Aujourd'hui, il y a 3 femmes sur scène. Et là, on est 3 femmes. Et c'est très bien, parce que ça fait référence aux ateliers à la plénière Meuf et à l'année dernière. Effectivement, on est 3 femmes. C'est bien. Je suis très contente. S'imposer sur le tourisme d'affaires, c'est un vrai sujet pour pas mal de destinations, pas pour toutes, mais aujourd'hui, comment on s'impose, quels sont les critères, qu'est-ce qui est important. Je vais passer la parole à Nicolas, puisque Nicolas, tu es à La Rochelle.
et tu étais à Bordeaux aussi par le passé. Comment aujourd'hui pour toi on s'impose sur une destination d'affaires et quels sont les avantages d'aller sur ce sujet? Alors d'abord, avant le comment, il y a le pourquoi finalement. Quel est l'intérêt d'aller sur ce segment du tourisme d'affaires qui a beaucoup d'avantages. C'est qu'il permet de faire vivre les professionnels toute l'année, pas uniquement pendant les vacances scolaires. C'est un chiffre d'affaires non météo dépendant, et ça on le voit bien en ce moment, que c'est intéressant, et c'est un chiffre d'affaires engrangé à l'avance. Quand vous avez un congrès ou un événement professionnel, vous vendez 6 mois, 1 an à l'avance, et même s'il pleut des trompes pendant l'événement, les gens ils ont payé, ils viennent. Alors que dans le tourisme de loisirs, on fait un métier de paysan, dès qu'il pleut, on n'a plus grand monde, parce que les gens réservent au dernier moment, et s'il pleut, ils ne viennent pas. Alors ça, c'est le bon côté de la médaille. Évidemment, il y a aussi non pas quelques revers, mais voilà, il y a quelques contraintes. D'abord, je serais tenté de dire que moi j'ai une double casquette, parce que je suis à la fois directeur de l'Office de tourisme de La Rochelle, mais aussi du Palais des Congrès, qui s'appelle l'Espace Encan. Le tourisme de loisirs, pour moi, c'est un tourisme de cueillette. On est très météo dépendant, on fait un métier de paysan. Le tourisme, il faut arroser l'arbre, et puis quand les fruits sont mûrs, ils tombent, etc. Tourisme d'affaires, c'est de l'industrie. C'est-à-dire que là, c'est un vrai business, et les clients, on va les chercher, on leur fait signer des contrats. Donc on ne s'adresse pas effectivement à des individus, mais à des groupes d'individus, à des entreprises, à des associations ou des institutions. Et donc, c'est un business, il faut aller chercher des clients, il faut avoir une démarche commerciale. Et le niveau d'exigence de ces clients qui payent, il est beaucoup plus élevé que celui d'un touriste de loisirs moyen, entre guillemets. Donc, il faut vraiment être structuré, être organisé. Alors, La Rochelle, pour présenter rapidement, selon cet angle-là. Donc, c'est une ville qui a été pionnière de l'écologie urbaine depuis 1975 en France. Premier secteur piéton, première rue piétonne, premier vélo en libre service, les Vélib en 1976. Donc on essaie de conserver, de capitaliser un petit peu sur cette image-là. Nous avons 2 palais des congrès que je dirige, le Forum des Pertuis qui est sur le port des Minimes et l'Espace Encan qui est en cœur de ville à 5 minutes à pied de la gare, et des hôtels. Et c'est une ville à taille humaine puisque c'est une agglomération qui au total fait à peu près 180 000 habitants. Et c'est la chance que nous avons, c'est que quand on est à 5 minutes à pied de la gare et à 2h30 de Paris en TGV, forcément, ça nous permet de cibler le type d'événement qu'on a envie d'accueillir. Et ça tombe très très bien, on n'a pas des envies de grandeur. Le Palais des Congrès de La Rochelle, c'est un auditorium de 800 places et 4000 m² d'exposition. Donc on accueille des événements de taille, je ne veux pas dire modeste, mais intermédiaire, on va le dire comme ça. Ok, donc vous êtes sur une destination qui est quand même connue, reconnue et qui a déjà une notoriété sur le maïs. Oui. Ce qui n'est pas le cas du potager extraordinaire. On va en parler juste à l'instant là. C'est effectivement un parc qui a été créé il n'y a pas très longtemps, mais le maïs n'était pas le sujet de départ. Et pourtant, vous arrivez à vous positionner aujourd'hui sur cette thématique. Tout à fait. Nous, le tourisme d'affaires s'est imposé à nous. C'est lui qui est venu nous chercher finalement. L'image que vous voyez, il y a un grand bâtiment en chaume d'un cabinet d'architecture Guinet et Potin exceptionnel, bâtiment unique en France sur pilotis. On a récupéré cet espace-là puisqu'on est une SAS en DSP, délégation de services publics. Donc on est bien une entreprise privée qui exploite ce magnifique bâtiment pour implanter le projet du potager extraordinaire, une collection végétale unique destinée au grand public, à l'accueil des touristes pour de la visite guidée. On avait ce bâtiment qui était auparavant un musée de la biodiversité avec des grandes salles de TP de sciences où, moi quand je suis arrivée il y a 2 ans et demi maintenant, étaient organisés les accueils de scolaires ainsi que des réunions d'équipes. Des bâtiments vraiment exceptionnels de grande hauteur sous plafond, du cathédrale, des grandes baies vitrées qui donnent dans un écrin de verdure exceptionnel. Et on a eu quelques réunions externes d'associations du territoire qui sont venues organiser leurs réunions. Puis ces personnes-là revenaient, on a tout de suite vu qu'il y avait un gros potentiel. Le prévisionnel financier du parc n'intégrait pas le tourisme d'affaires. Je peux vous dire que ça a très rapidement évolué. En l'espace d'1 année, on a rempli ces salles. On a refusé des accueils d'entreprises. Il y a une réelle demande. L'implantation à La Roche-sur-Yon, on est au cœur de la Vendée, préfecture du département. On est très très bien situé. Nous, ça a été un des vecteurs. C'est ce que nous ont dit les personnes qui venaient chez nous. Vous êtes au cœur du département. Quand on doit faire des réunions centralisées,
C'est un lieu qui est exceptionnel, on est juste à côté de l'autoroute, des parkings, on n'est pas en centre-ville, donc pas de problème en tout cas sur les parkings. On a travaillé avec le réseau de bus également du territoire pour augmenter les lignes pour venir jusqu'à nous depuis la gare. Et en faisant jouer le réseau comme ça de groupes qui sont venus chez nous, eh bien, tout simplement le bouche à oreille a fonctionné, si bien qu'aujourd'hui on a vraiment une projection sur les 5 années à venir de chiffres sur le tourisme d'affaires. Je répète aussi, on est à La Roche-sur-Yon, on est sur une destination pas vraiment loisir. Nous, on a implanté un parc de loisirs au cœur de la Vendée et pour autant, c'est 85 à 92% de nuitées à faire. On a travaillé avec le club des hôteliers du territoire pour connaître cette clientèle-là. Ils nous expliquaient que les gens venaient à La Roche-sur-Yon par la localisation, mais que finalement, ils allaient en satellite dans d'autres lieux d'affaires. Donc, on y a vu l'opportunité, après étude du territoire, en tout cas pour nous, ça a été un vrai sujet de s'imposer comme un lieu d'affaires et aussi surtout une rentrée, comme le disait Nicolas, vraiment, on peut anticiper ces groupes-là. C'est un nouveau métier que nous, on apprend au quotidien, mais qui apporte beaucoup au parc. Est-ce que vous arrivez à travailler aussi avec l'office justement pour faire connaître le lieu et pour qu'il y ait une meilleure visibilité auprès des demandes d'affaires éventuelles ? On a besoin de plus de cohésion. Ce n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. La stratégie du territoire ne se concentre pas sur le tourisme d'affaires, mais en tout cas, on construit avec eux. Petite particularité, quand on va faire du tourisme d'affaires, on va commercialiser du package. Faut bien être immatriculé pour pouvoir commercialiser. Nous, on travaille de temps en temps avec l'office de tourisme qui, lui, en étant immatriculé, va pouvoir commercialiser du package pour l'accueil de groupe, là où nous, on ne va pas revendre de l'hôtellerie. Donc, on travaille avec notre territoire pour ces accueils de plus longue durée au sein du potager extraordinaire. Ok, très bien. Et on va passer de l'autre côté de l'Atlantique maintenant avec Emmanuel. À Montréal, comment vous vous positionnez sur ce sujet et comment vous arrivez aussi à renouveler le positionnement sur le maïs à Montréal ? Montréal est la première destination d'accueil d'événements internationaux en Amérique du Nord. Ça, c'est pour plusieurs raisons. Je dirais location, location, location. C'est sûr qu'un centre de congrès qui est loin du centre-ville ou de son cœur de ville, c'est beaucoup plus compliqué parce que les délégués internationaux ont envie de vivre la destination, d'où l'importance de se retrouver quand même à proximité d'événements, d'hôtels, de restaurants et ainsi de suite. Puis ça, c'est un peu l'avantage que le centre de congrès a, le Palais des Congrès a à Montréal, c'est sa position géographique. Mais la position géographique veut également dire qu'on se donne pour ambition de faire vivre l'ADN de Montréal au centre de congrès et dans nos activités. Fait que bien sûr, on essaie, généralement, là, ce qu'on trouve, c'est qu'un congressiste qui vient d'international, souvent, peut-être moins maintenant grâce à l'environnement, va arriver à l'aéroport, voir l'aéroport, aller à son hôtel et aller ensuite au Palais des Congrès. Il ne partira pas à la découverte de la destination, très souvent. Fait que ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de mettre en lumière tout ce qu'il y a à faire à Montréal, dont, entre autres, les festivals, des restaurants et ainsi de suite, mais qu'on devienne vraiment le cœur de Montréal. Et du coup, ça vous amène aussi à travailler avec tout l'écosystème de Montréal. C'était important pour toi de nous en parler. Comment on travaille avec les différents partenaires, les différents acteurs locaux aussi. C'est un vrai écosystème. Ben, c'est un vrai écosystème. Ça ramène justement la notion de se dire on est au cœur de Montréal physiquement, mais on est au cœur de Montréal également dans tout ce qui est le démarchage des événements. On ne pourrait jamais faire ce qu'on a, on ne pourrait jamais être la première destination internationale en Amérique du Nord si on n'avait pas ces partenariats-là. Souvent, quand on a beau essayer de partir à la recherche d'un événement, si on n'a pas ce que nous, on appelle un champion local qui nous permet d'ouvrir la porte,
l'événement ne considérera pas Montréal. Fait que d'où l'importance de développer des partenariats avec les centres de recherche, avec les chambres de commerce, avec les universités, pour nous permettre de, si on identifie un événement qui est en nanotechnologie, par exemple, on va approcher un chercheur qui va nous aider à ouvrir la porte. Et lui, son rôle, c'est vraiment de mettre en lumière le champ d'expertise ou l'industrie et l'ensemble de l'écosystème qui va... Il va être beaucoup plus favorable à ce moment-là à déplacer des délégués puis un événement quand on sent que l'industrie est prioritaire pour cette destination-là. Oui, effectivement. Ce qu'on voit finalement, c'est qu'il y a quelques critères en termes de localisation, en termes d'accessibilité, mais c'est un vrai travail avec tous les acteurs locaux du territoire. Il y a le lieu qui accueille l'événement, le séminaire, mais effectivement, comme vous disiez tous, il y a les hôtels, il y a les offices, il y a les restaurateurs, donc ça permet de faire travailler les acteurs tous ensemble. Je vous propose qu'on passe au sujet suivant, qui est le durable, et je pense qu'on a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Avant de vous donner la parole pour avoir un petit retour d'expérience, je voulais vous montrer quelques chiffres des attentes qui ont pas mal évolué. On voit aujourd'hui qu'il y a 83% des commanditaires de manifestations qui tiennent compte de l'impact environnemental dans le cadre d'une recherche d'un lieu, et 90% font le choix d'une destination proche, où on a moins de déplacements, où on a un impact moins fort aussi en termes d'émissions de CO2. Donc on en parlera juste après sur la proximité de tout et de pouvoir faire les choses à pied. Et on voit aussi que pour 77% des commanditaires, des personnes qui cherchent à avoir un lieu, l'engagement durable des prestataires fait partie des critères de sélection. Donc il y a des attentes. Après, est-ce que vraiment on sélectionne aussi le lieu par rapport à ça ? Ça va être un peu le sujet. Et pour démarrer, je voudrais avoir ton retour, Juliette, puisque forcément, on parle de durable. Le potager, c'est les graines, les fleurs, les plantations, tous ces sujets-là. Donc, c'est quand même une thématique qui doit être très récurrente et un vrai enjeu pour vous aussi, une vraie demande des commanditaires. Tout à fait. On nous attend au tournant sur le sujet, d'autant plus qu'on est une nouvelle entreprise. On a créé le projet il y a 2 ans. Il fallait que ce soit au cœur des piliers de construction de ce projet-là. On voit que c'est une préoccupation des clients. Ils viennent chercher un événement durable chez nous. On ne choisit pas le potager extraordinaire par hasard. Et ils sont attentifs aux moindres détails. Nous, par exemple, dans les salles, on aime bien le valoriser. Toute notre vaisselle, c'est de la seconde main. Ça vient d'une autre filiale, parce qu'on est une entreprise d'insertion. Ça vient d'une autre entreprise d'insertion du territoire, une recyclerie, dans laquelle on va se fournir exclusivement pour la vaisselle. C'est également le cas, je pense, pour les services de traiteurs. Bien évidemment qu'on va manger les productions du potager extraordinaire, puisqu'on a un espace qui n'est pas ouvert à la visite, mais on a du maraîchage biologique, qui est un chantier d'insertion qui plus est, dans lequel on va venir cultiver des variétés qu'on ne retrouve pas sur tous les étals du territoire. Donc ils sont attentifs à ces détails et c'est pour ça qu'ils nous choisissent. Et c'est aussi pour ça qu'ils reviennent. Tu parlais tout à l'heure aussi sur le fait que 90% étaient en proximité. Nous, c'est des entreprises du territoire. On ne va pas chercher très très loin. On a déjà un bon bassin économique à exploiter. Et on va jusqu'au bout de la démarche, même dans les souvenirs. Nous, c'est fini. Enfin, on n'installe pas du tout de blocs, de stylos sur les tables quand ils arrivent. S'il y a la demande, on le fera, mais clairement, c'est pas quelque chose qu'on installe automatiquement. C'est des déchets pour rien, ça finit au fond d'un tiroir, tout ça pour nous, c'est fini. Donc on a réfléchi à des petits souvenirs, des goodies en toute cohérence. Donc les entreprises aiment bien prendre des souvenirs collaborateurs, type des graines qui viennent de notre potager. On transforme également nos produits en soupe, donc ils repartent parfois avec un kit de soupe. On installe des barres à soupe pendant les séminaires. Voilà, il faut que ça aille jusque dans les moindres détails. Ils viennent chercher ça chez nous. Et du coup, je rebondis sur ce que je te disais tout à l'heure. Nous aussi, on doit respecter cet engagement-là moral qu'on a. Donc, on s'impose des chartes, on rédige des chartes, que ce soit sur nos produits boutiques, sur notre restauration.
on s'impose un cadre de travail, quitte à parfois refuser des dossiers clients qui viennent chez nous rechercher du greenwashing, très clairement. On a eu des propositions de salons sur des thématiques qui peuvent parfois nous révolter. Donc on a su dire non pour rester intègre jusqu'au bout de notre démarche. Est-ce que vous avez des demandes aussi de certains qui sont très friands de ce que vous proposez, qui viennent planter des graines et qui disent on va revenir consommer ce qu'on a pu planter Est-ce que ça amène aussi à la répétition de l'événement chez vous ? Oui et non. Oui et non. On a beaucoup d'entreprises qui, une fois qu'ils viennent, reviennent. Parce qu'on est un nouveau site, donc on a quand même un calendrier qui laisse de la place à de la réservation, ce qui n'est parfois pas le cas. Et ils reviennent parce qu'on est un site totalement saisonnier aussi. Le potager extraordinaire l'été n'est pas le potager extraordinaire l'hiver. On ne va pas manger les mêmes choses, forcément. Donc on s'adapte totalement aux saisons et ils apprécient ça. Très bien. Nicolas, c'est des choses que tu observes aussi et sur lesquelles vous vous adaptez de plus en plus. Tu me parlais de l'alimentation notamment. Parmi les sujets dans le tourisme et dans le tourisme d'affaires en particulier, on sait que la première poste d'empreinte carbone du visiteur, c'est le transport, mais le deuxième, c'est l'alimentation. Et c'est finalement beaucoup plus facile d'agir sur l'alimentation que sur le transport. Parce qu'un congressiste qui vient de loin, nécessairement à un moment donné, il va prendre soit une voiture, soit un avion. Et là-dessus, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Sauf à dire, on ne veut plus que des locaux qui habitent à moins de 10 km qui viennent en vélo, mais ça veut dire qu'il faut qu'on change de métier. Donc, on s'est concentré sur l'alimentation. Alors, je suis très fier, c'est ma première image en IA. J'ai essayé de trouver une photo avec globalement tous les animaux qu'on mange. Sur la même photo, je n'ai pas trouvé, donc j'ai fait la photo. Voilà, donc toutes ces petites bêtes, on va essayer de moins les manger, voire de ne plus les manger. Donc on a mis en place une charte traiteur qui est très stricte chez nous, puisque nous imposons à tous les traiteurs qui travaillent chez nous qu'il y ait une alternative végétarienne proposée dans tous les repas. Je dis proposer, évidemment, elle n'est pas obligatoire. Ceux qui veulent manger de la viande, ils en ont tout à fait le droit, mais au minimum qu'il y ait une proposition végétarienne qui soit faite. Il y a un pourcentage imposé de produits frais de saison et locaux. On est sur une trajectoire sur 5 ans. Parce qu'on sait très bien que les filières d'approvisionnement et que tout ce marché est en train de se structurer et qu'on ne peut pas du jour au lendemain leur demander de servir du 100% bio, c'est juste pas possible. Et nous interdisons le service de viande issue de filières industrielles. Et ce qui est le plus nouveau, c'est qu'en fait, on contrôle. Parce que, alors je l'ai mis sous forme de boutade, on ne veut pas être pris pour des jambons. Mais moi, je ne suis pas capable, dans une assiette, de savoir si le bœuf qui est servi, il vient d'une ferme ou s'il vient d'un élevage gigantesque. Ce n'est pas mon métier, je ne suis pas qualifié pour faire ça. Donc on sous-traite avec un bureau d'études qui va chez tous les traiteurs référencés. Évidemment, on ne les prévient pas à l'avance sur quel événement on va faire le contrôle. Et on fait des contrôles et on a des surprises. Alors, on demande les factures. Typiquement, c'est un bureau d'études spécialisé, c'est leur métier. Ils vérifient. Vous dites que c'est du bœuf, de la limousine, montrez-nous la facture. Vous dites que c'est des légumes qui viennent du potager de monsieur machin, on va voir la facture. On a des surprises. Parce que quelquefois, ils essaient un peu de nous... Je ne veux pas dire de nous enfumer. Mais voilà, après, là aussi, il n'y a pas de sanction pour la première année. On a mis ça en place cette année. On leur a dit on est sur une trajectoire sur 5 ans. Donc, il y a une notion de progrès, on progresse ensemble. En revanche, on a quand même le carton rouge, c'est-à-dire qu'à la deuxième fois où ils nous pipotent, il y aura un carton jaune, et à la troisième, c'est le carton rouge. Parce qu'on veut quand même qu'ils respectent tout ce qu'ils ont signé. Mais voilà, on est sur une démarche globalement collaborative, où nous aussi, quelquefois, on fait évoluer notre charte traiteur sur certains sujets, parce qu'il faut aussi tenir compte des réalités de leur métier. Envoyer un repas pour 2000 personnes en produits frais, c'est juste pas possible. Voilà. Parce que techniquement, pour plein de raisons, on ne peut pas. Donc on a aussi un petit peu adapté notre façon de faire. Et on adapte également à notre terroir. Chez nous, par exemple, on a interdit de servir du foie gras. À La Rochelle, il est évident que si j'avais été dans les Landes, je n'aurais pas interdit de servir du foie gras, sinon j'aurais fini au fond de la Dour avec des boulets attachés aux pieds. Voilà. Et avant, j'étais dans le Pays Basque, je n'aurais pas interdit de servir du porc et du fromage pour les mêmes raisons. Il faut aussi tenir compte de son environnement. Il ne s'agit pas de braquer, il s'agit aussi de s'identifier à son territoire. Oui, et puis les produits basques, c'est très bon. Donc. En plus. Je suis un peu chauvine. Et donc ça, c'est des choses que vous mettez en place. Et est-ce que vous avez des réelles demandes ? Est-ce que vous voyez une augmentation aussi des demandes là-dessus ? Alors, très clairement, oui. On a aussi également quelques événements qu'on produit nous-mêmes, qu'on organise nous-mêmes.
On accueille en tout à peu près 200 événements par an. Sur nos productions à nous, c'est obligatoirement cocktail d'inauguration 100% végétarien. Non pas parce que nous on est tous devenus végétariens, mais c'est pour obliger les traiteurs à apprendre à cuisiner végétarien. Et puis ça marche, puisque notamment un des traiteurs avec qui on travaille m'a dit l'autre jour, grâce à toi, grâce à vous, on vient de signer un gros marché, parce qu'on était le seul traiteur on était en concurrence sur un gros dossier, on était le seul à dire oui, on a déjà envoyé un cocktail végé pour 800 personnes, on sait faire, parce que ça s'apprend. Donc on a aussi engagé une démarche de cours de cuisine végétarienne avec des chefs et différents organismes de formation, y compris L214, donc on va quand même assez loin. Mais on n'impose pas, c'est-à-dire si on impose au traiteur d'apprendre à travailler comme ça, le client, on ne lui impose pas d'avoir un repas végétarien, on lui impose par contre qu'il y ait au minimum une proposition végétarienne pour ceux qui le souhaitent. Mais le tout dans une démarche vraiment de construire ensemble tout ce fondement de notre activité, parce que c'est assez nouveau en réalité tout ça. Et puis, je ne vous cache pas qu'on a quelquefois, avec certains clients, c'est plus ou moins facile. Les congrès du BTP, ils sont un peu moins sensibles à ça. On accueille prochainement le congrès de la FNSEA bovine. Autant vous dire que c'est compliqué. Voilà, tous les clients, on parlera tout à l'heure effectivement de la notion de RSE chez les clients, c'est plus ou moins naturel chez certains types de clients. Oui, forcément. Ça dépend du secteur, ça dépend de beaucoup de choses. Et il n'y a pas que sur l'alimentation que vous vous adaptez. Il y a effectivement des choses qu'on voit pas mal, tout ce qui est toilettes sèches. Voilà. En fait, une fois qu'on a mangé, la suite logique, vous l'avez sous les yeux. Parce que, voilà, au-delà de l'empreinte carbone, il y a aussi des sujets, mais notamment d'économie d'eau. Même si là, depuis 18 mois, on est plutôt gâtés en termes d'eau qui nous tombe du ciel. On a oublié qu'il y a encore 2 ans, on était quand même limite de coupure d'eau dans pas mal de territoires. Donc, on a un gros programme d'investissement sur le Palais des Congrès. Et on va mettre en place des toilettes sèches, ce qui sera a priori la première fois en France dans un bâtiment de type établissement recevant du public, parce qu'autant dans les festivals ou en plein air, c'est devenu assez courant. Dans un bâtiment fermé, ça allait beaucoup moins, et encore moins quand c'est avec des clients qui payent pour venir. Donc voilà, on va faire de façon expérimentale tout un bloc de toilettes sèches, et puis en fonction du résultat de l'expérimentation, on le généralisera à l'ensemble des blocs toilettes. Mais là aussi, on va le faire par étapes. On va commencer par un bloc de toilettes, et ça pose évidemment un certain nombre de difficultés, d'ordre à la fois psychologique, les toilettes sèches pour les clients et pour l'architecte, c'est pas très fun, d'ordre technique, comment on évacue toutes ces matières dans un bâtiment et comment on fait en sorte qu'il n'y ait pas trop d'odeur, donc ça pose pas mal de questions. Ensuite, des toilettes aux déchets, il n'y a qu'un pas. Alors je voulais amener, j'en avais un tout à l'heure, tous ces petits gobelets dans lesquels vous avez pris le café. On est 800 là, à peu près je crois, 800, 3 cafés par jour, il faut 3, 24, 2400 gobelets x 2 jours, ça fait à peu près 5000 gobelets. Si vous avez bien observé les gens qui ramassent tout ça, ils mettent tout dans un sac poubelle, tout est mélangé, tout part à la poubelle. Donc en fait, et en plus c'est des gobelets avec une petite pellicule de plastique, donc ils ne sont pas compostables, ils ne sont pas recyclables. Donc malgré ce qui est marqué dessus, la plupart du temps en fait ça ne marche pas. Donc on est en train pour notre part d'interdire tout ça. Là aussi, avec les limites de l'exercice, moi, sur un congrès de 200 personnes, je sais imposer aux traiteurs des gobelets, des tasses à café en métal, enfin en métal ou en verre, en tout cas pas jetable. Sur un congrès de 2000 personnes qui prennent 3 cafés par jour, on ne sait pas faire. Parce qu'il y a un process de ramassage, de faire la vaisselle, etc., de collecte, qui fait qu'aujourd'hui, techniquement, on n'y arrive pas. Mais voilà, on essaie progressivement. Cette année, on va imposer à partir jusqu'à 200 personnes l'interdiction de tous les gobelets à café jetable. Puis peut-être que dans 2 ans, ce sera jusqu'à 500 personnes ou jusqu'à 1000. On est en train de mettre en place toutes les filières. Derrière, il faut une grosse machine pour faire la vaisselle. Il faut du monde pour ramasser tous ces gobelets pour faire la vaisselle, etc. Donc, ce n'est pas si simple en réalité. Et puis, sur les déchets organiques, il y a des filières, mais je sais qu'Emma va en parler aussi, qui se mettent en place effectivement de collecte des biodéchets pour les composter. Oui, c'est ça. Ça dépend aussi beaucoup de la taille de l'événement. C'est de l'adaptabilité constante. on en reparlera après. C'est ça. Merci Nicolas. Et Emmanuel, toi aussi, vous faites beaucoup de choses au Palais des Congrès. Vous avez une charte, j'ai appris quelques exemples, traiteur responsable, ce que disait un petit peu Nicolas. Il y a aussi la question des mobilités, il y a des actions concrètes qui sont mises en place. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, sachant que tu me disais aussi qu'il y a des choses que vous ne tolérez plus aujourd'hui? Moi, ce que je tolère plus, puis c'est là où j'utilise le mot bullshit, c'est des statistiques comme tu as présenté tout à l'heure. C'est une chose C'était fait exprès.
C'est une chose de dire que les organisateurs d'événements souhaitent des pratiques durables. C'en est une autre quand on commence à les charger pour ces pratiques-là. En 2023, on a travaillé un plan de développement durable sur 4 ans. Qui touche autant l'édifice que les matières résiduelles, que l'expérience avec le traiteur, les choix des matériaux et ainsi de suite. Mais c'est sûr que ça augmente les coûts, ça, pour un client. Alors, à certains niveaux, nous, on a décidé d'investir carrément dans ces expériences-là pour au moins, dans notre plan stratégique, on le spécifie, on impose certains réflexes durables. Quand on travaille avec un client, par exemple, qu'on fait le tour des espaces, il y a les gens qui ont la responsabilité de travailler avec le client, va beaucoup challenger le client quant à certains choix. Je vais vous donner un exemple concret. Il doit certainement y avoir beaucoup de salons d'auto ici en France. Nous, on accueille un salon d'auto à tous les ans et d'année en année, il faut que les plateformes soient plus hautes les unes que les autres. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est parce que ta voiture est à 10 pieds plus haut que celle de ton voisin, tu vas la vendre plus rapidement. Alors là, on travaille maintenant avec l'organisateur de l'événement pour lui dire, dans 2 ans, c'est plus dans les contrats. Je suis désolée, nous, on va refuser l'événement. Il faut dire aussi qu'on est le seul centre de congrès à pouvoir l'accueillir. Fait qu'on a un peu le gros bout du bâton. Mais c'est vraiment des réflexes qu'on est en train d'essayer de développer parce que le jetable, c'est de mise, on dirait, parce que ça coûte moins cher puis que c'est plus facile à utiliser. Fait qu'on a mis en place également, en effet, une charte qu'on met à jour à tous les 6 mois, qu'on analyse, on regarde si on respecte nos indicateurs de performance et on travaille avec nos commerçants, avec nos partenaires pour s'assurer qu'on favorise les bonnes actions. Et vous avez aussi un toit végétalisé. Je trouvais ça super, avec des paniers proposés aux employés. Ça fait longtemps que ça a été mis en place, ça? Le toit a été mis en place il y a à peu près 12 ans, mais il vient complètement d'être refait parce qu'il n'avait pas été prévu pour pouvoir accueillir un toit végétal, qui a été une super opportunité pour nous parce qu'on a pu agrandir les espaces, repenser les espaces. On va parler d'expérience tout à l'heure. Pour nous, ça devient aussi un espace où on peut accueillir des petits événements, mais les sortir des grosses boîtes noires que tous nos centres de congrès ont, mais aussi de travailler avec le traiteur pour que lui utilise ces produits-là. Mais travailler des programmes aussi, tu sais, quand je dis, moi je reviens toujours souvent à, je souhaite que le Palais des Congrès ne soit pas juste un espace d'accueil, mais qu'on s'intègre à nos communautés. Faut qu'on arrête de toujours se regarder vers l'intérieur, il faut qu'on s'ouvre vers l'extérieur. Fait qu'on travaille entre autres avec un partenaire qui a la responsabilité du potager, mais il travaille également des programmes sociaux. Fait que l'accueil, par exemple, de nouveaux arrivants à Montréal, au Québec, il va montrer les légumes québécois, il va leur offrir la possibilité même de les utiliser, de les découvrir. Et comme ces espaces-là, ben, ce sont aussi les espaces de nos équipes. On a des potagers pour les employés qui souhaitent avoir un potager pour l'été. Fait qu'on est vraiment dans un mode d'essayer de maximiser ce plus grand toit vert qui est à Montréal, chez nous, c'est nous qui l'avons, mais aussi de le redonner à la communauté. Quelle chance d'avoir le plus grand toit vert de Montréal. C'est bien. Et Juliette, toi, tu me disais, les paniers, vous aussi, vous en proposez forcément. Oui, on a une gamme
très étendue de services pour les entreprises. On leur propose des paniers de légumes. Moi, je rebondis sur ces potagers dans les entreprises. C'est vrai que nous, on est venu aussi tisser un vrai réseau avec les entreprises du territoire. Alors, pas qu'en Vendée, j'ai envie de dire en France, même en Europe, puisqu'on a une collection végétale de plantes menacées. Et pour que certaines plantes se reproduisent, il ne faut pas qu'elles s'hybrident. On va parler un peu de sexualité des plantes. Et pour ne pas s'hybrider, elles doivent être plantées dans des espaces où il n'y aura pas de potager pour certains dans les 30 km à la ronde pour que les insectes pollinisateurs ne viennent pas polliniser la plante. Donc nous, on va dans les grandes zones industrielles, commerciales. On adore ça pour mettre une variété au sein des entreprises. Donc on a des programmes de mécénat qu'on propose aux entreprises pour qu'elles puissent accueillir des stations de conservation de plantes. On fait de l'animation dans les entreprises, donc on va dans les entreprises, on leur montre comment produire les plantes, récolter et surtout nous transmettre les graines pour alimenter notre graineterie. Et ces enjeux-là, on les a même, on va dire, synthétisés puisqu'on a créé le club des entreprises du potager extraordinaire. Donc ces entreprises font partie de ce club et ça leur permet d'avoir accès notamment à nos salles de séminaire. Donc elles ont des réductions pour venir et revenir. Et on a créé comme ça un tissu économique avec les entreprises du territoire qui nous permettent d'avoir de la revisite et de créer du lien et d'avoir des projets parfois plus long terme avec les entreprises. On aime bien quand ça va un peu plus loin que juste faire de l'accueil des entreprises en séminaire, mais quand on peut leur proposer d'installer des stations de conservation de plantes au sein de leurs locaux, ça c'est vraiment un véritable succès pour nous. Oui, pas être juste sur l'accueil, mais avoir ce côté expérience qu'on parlait tout à l'heure. Dernier petit point sur le durable, puisque nous aussi, on a voulu parler un petit peu de l'IA. Emmanuel, vous êtes en train de mettre en place un système avec l'IA pour mesurer un petit peu l'impact. Est-ce que tu peux nous en parler davantage ? En fait, on travaille avec Ivado, qui est un regroupement d'universités montréalaises. L'idée, un peu comme le salon de l'auto tout à l'heure, ce dont je parlais, c'est beaucoup de matières résiduelles qui sont tout simplement jetées aux poubelles. C'est vraiment crève-cœur. Fait qu'on a mis en place une proposition à Ivado de travailler avec leurs étudiants pour pouvoir développer une solution de computer vision, en computer vision, pour essayer de qualifier et quantifier ces matières résiduelles-là. C'est pas encore fait, là. On est dans les balbutiements, mais l'idée, c'est éventuellement de pouvoir refacturer le coût de ces matières-là aux exposants. Alors, à l'aide de caméras, ça va être d'identifier de où provient la matière et de remettre un rapport au responsable de l'événement pour lui dire, écoute, il y a tant de matières résiduelles, le coût et la quantité, la qualité et le coût est de temps. Et on est capable d'identifier pour chacun des exposants, lui, ça pourrait lui en coûter tant. Là, nous, on va éventuellement facturer les organisateurs d'événements, mais on va leur permettre d'avoir un rapport pour identifier quels sont leurs partenaires ou exposants qui ont, dans le fond, été les plus irresponsables. Fait que c'est là où, d'obliger, justement, de créer... J'ai souvent l'impression que l'odieux appartient au centre de congrès, que c'est à lui de trouver les solutions, puis c'est à lui d'absorber les coûts. Fait que nous, on s'est vraiment mis dans un mode, ça ne peut pas juste nous appartenir à nous, il faut vraiment que ça appartienne aux organisateurs également, d'où ce projet qui est à ses balbutiements, mais dont on est assez confiant que ça peut changer la donne de ce côté-là. Un sujet dont tout le monde doit s'emparer et tout le monde doit être acteur. Bon, super. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'enjeux sur le durable entre les attentes, la réalité, ce qu'on met en place, le temps que ça prend, comment on s'adapte, c'est quotidien. Et on va passer au troisième temps de cet atelier qui est orienté sur les formats d'événements. Comme on vous le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'avant on était dans la réunion, le séminaire présentiel, mais on parle depuis de nombreuses années du côté expérience et c'est vrai que dans le MICE, dans le tourisme d'affaires,
C'est très vrai, ça s'y prête bien. On cherche aujourd'hui à vivre une expérience, à avoir un côté un peu innovant dans le cadre de notre événement. Alors, on a normalement une petite vidéo. Je ne sais pas si on peut la voir. On peut parler en même temps, hein. Vous pouvez la visualiser. C'est à Montréal. Emmanuel, tu pourras nous en parler un petit peu après. Vous avez mis en place 5 espaces de détente. Ce que vous pouvez faire. Même couper le son, c'est peut-être pas nécessaire, mais l'idée, c'est, comme nous sommes une société d'État, actuellement, il n'y a pas beaucoup de financement pour essayer de repenser complètement les espaces. Fait qu'on a vu une opportunité de travailler avec l'Alliance touristique du Québec, qui a un super kiosque. Là, je fais la plug. Super kiosque à l'extérieur, et on vous invite à venir goûter des gins québécois. Et il a le chapeau, la tuque, et voilà, des gins québécois. Tout à l'heure, fait que venez faire un tour. Mais l'idée, c'était de travailler avec eux pour essayer de donner envie aux délégués de partir à la découverte du Québec. Donc, on a 5 espaces sur des thématiques. Par exemple, Saint-Laurent que vous voyez actuellement, l'espace après-ski que vous voyez. Il y a eu l'espace autochtone qu'on a travaillé avec les 11 nations du Québec. Fait que ces espaces-là sont disponibles pour tous les gens qui viennent au Palais. Mais l'idée, c'est aussi de permettre de privatiser et thématiser ces événements-là. Donc, avec le traiteur, on a travaillé des menus thèmes pour mettre en lumière l'expérience elle-même et bien sûr de mettre les produits du terroir à l'honneur. C'est une façon clin d'œil sympathique de nous permettre de sortir de l'espace type de congrès parce que les gens ont envie de vivre un peu plus d'expérience, mais aussi de les inciter à découvrir le Québec et à éventuellement revenir avec leur famille. Et c'est des demandes que tu vois croissantes ces derniers temps, ce côté immersif, expérience, est-ce que c'est de plus en plus demandé? Ben, je pense que puis vous êtes les premiers à pouvoir le dire, je pense que les gens ont de moins en moins envie de recevoir de l'information. Ils ont envie de participer à l'événement, ils ont envie de faire partie de la solution. D'où, oui, il y a l'immersif, mais il y a la notion de l'immersion dans les espaces et dans le contenu. Ça, c'est un exemple justement qu'on a travaillé avec un événement qui est One Young World, qui sont 3500 jeunes future leaders qui débarquent dans la destination et qui ne veulent pas justement des salles de conférence type. Alors, on a travaillé avec eux, IKEA, pour habiller certaines salles et ça permettait à ce moment-là à IKEA de mettre en lumière leurs produits. Les étiquettes étaient encore sur les chaises et ainsi de suite. Mais on n'a plus le choix en tourisme d'affaires que de commencer à agir sur le contenu également. Fait, là, c'est physique, mais c'est autant au niveau du contenu audio, de la création et ainsi de suite. On essaie de plus en plus avec les organisateurs d'événements de dire comment est-ce qu'on peut faire partie de la solution, puis comment est-ce qu'on peut mettre en lumière la créativité montréalaise. Fait qu'au lieu d'amener un speaker de France vous êtes tous des excellents speakers, mais comment est-ce qu'on peut utiliser justement quelqu'un qui habite déjà Montréal puis qui va nous permettre aussi de faire vivre l'ADN de Montréal et ses créateurs? Oui, ça revient à ce que tu nous disais au début, toutes les connexions et l'écosystème qu'on peut créer avec nos différents partenaires. Nicolas, toi, c'est quelque chose que tu observes aussi dans les demandes un peu d'expérience, d'immersion à La Rochelle ou peut-être même avant Alors, vous avez bien compris que ce macaque n'était pas Rochelet, mais japonais, dans un onsen. Alors, on n'a ni les macaques ni les onsen. Par contre, on a, nous, des dauphins qui se baladent dans le bassin des Chalutiers, qui est juste au pied du Palais des Congrès. Et on essaie au maximum, effectivement, aussi de créer cette atmosphère où on n'est pas
Pierre-Éloi, que je pense la plupart d'entre vous connaissent, dirait à bas les plafonds moches. Mais on est clairement, alors il disait ça depuis quelques années déjà, mais voilà, on est vraiment dans cette logique pour s'aérer, pour s'ouvrir les chakras. C'est pas du tout d'ailleurs ce qu'on est en train de faire en ce moment, parce qu'on est dans une salle de réunion très classique. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, nos organisateurs d'événements, ils ont envie et besoin qu'on leur ouvre les chakras et que finalement, le cadre qu'on leur propose pour stimuler leurs équipes ou la réflexion, ce soit un cadre qui soit un petit peu atypique, un petit peu original. Et évidemment, on s'y emploie. Et puis, un événement, c'est une scène de théâtre, c'est-à-dire qu'il y a unité de lieu, unité de temps, unité d'action. Ce qui veut dire qu'il faut faire comme au théâtre, c'est-à-dire qu'il faut scénariser au maximum. Il faudrait presque mettre les 3 coups à l'entrée. On le fait peut-être pas, mais il faudrait peut-être qu'on le fasse. Et puis évidemment, Emmanuel le disait aussi tout à l'heure, le fait d'être en hyper proximité, c'est toujours plus facile d'incarner quelque chose quand on est soi-même au cœur de la vie et non pas isolé dans une zone d'activité à 10 km du cœur de ville. Et nous, on a cette chance-là également, c'est que nos 2 espaces de congrès sont en cœur de ville et ça, c'est un vrai plus. Mais après, il faut effectivement pardon pour l'anglicisme, les customiser pour chaque client, pour que chaque client vienne y trouver autre chose que le client précédent ou suivant qui n'ont pas besoin de la même chose. Et justement, dans cette adaptabilité et le fait de répondre à cette demande d'expérience, d'immersion, est-ce qu'on arrive aussi à répondre et à la fois à ce besoin et aux enjeux durables? Est-ce que c'est possible? Nos clients, ils sont comme nous, c'est-à-dire qu'ils sont un peu schizophrènes, ils veulent du durable, mais ils prennent l'avion, ils veulent du durable, mais ils veulent manger de la côte de bœuf, ils veulent du durable, mais ils ne veulent pas payer plus cher, etc. Finalement, ils sont comme nous. Donc, il faut lutter pied à pied, parce qu'en fait, ils veulent du durable et de la RSE, mais en fait, ils ne veulent pas faire grand-chose. Ils voudraient que nous, on fasse tous les efforts, mais eux, ils voudraient qu'eux n'en fassent aucun et que ça leur coûte plutôt pas plus cher, voire moins cher. C'est pas possible, en fait. Donc, voilà, donc il y a un énorme travail de pédagogie à faire. Avec certains clients, il faut un peu avaler son mouchoir parfois, parce qu'on a aussi quelquefois des commandes politiques d'accepter tel ou tel type d'événement, même s'ils ne sont pas exactement alignés sur toutes nos valeurs de RSE, mais c'est aussi quelquefois l'intérêt du territoire de les accueillir. Et puis par contre, on a, et ça c'est toujours un vrai plaisir, quelques événements chaque année qui sont vraiment moteurs sur ces sujets, qui nous font beaucoup progresser, qui nous aiguillonnent, parce qu'ils sont plus exigeants que nous, et ceux-là on en a besoin, parce que c'est ceux-là qui nous font progresser. Et au fur et à mesure qu'on progresse, on va aussi faire progresser les autres clients. Et donc voilà, moi c'est vraiment, je crois beaucoup à ça, le rôle des locomotives qui tirent les wagons. Et donc il nous faut quelques clients locomotives qui nous font progresser sur ces sujets. Et nous ensuite on fera progresser toute la chaîne, les traiteurs et les autres clients. Et toi Juliette, au potager, comment vous arrivez justement à faire en sorte d'avoir ce côté immersif, expérience, avec aussi ces enjeux durables? Alors nous, c'est assez drôle parce qu'on est finalement dans la branche des parcs à thème. Donc la scénarisation, c'est notre métier. L'esthétique, c'est notre métier. Et pour autant, au départ, on a des salles très classiques et on n'avait pas scénarisé nos salles. Alors on a eu des demandes qui nous ont vraiment poussé dans nos retranchements, puisque dans le parcours visiteur du parc, là je parle vraiment du parcours grand public, de la cible loisir, on a des serres, on a des salles qui sont totalement immersives, décorées jusqu'au plafond. On a des magnifiques serres qui sont totalement thématisées, qu'on réservait à nos touristes grand public. Et en faisant les visites de repérage, les entreprises nous ont demandé de louer ces espaces-là. Donc il a fallu qu'on crée l'offre. Ça a un impact derrière quand même assez important sur la logistique. Parce que quand on est une serre au milieu du potager et qu'il faut ramener des télés, des kits visio en plein milieu de la serre, ça ne s'improvise pas. C'est des investissements. Donc nous, c'est vrai qu'on a une belle enveloppe investissement qui va tomber l'année prochaine dédiée au tourisme d'affaires. On va focaliser nos efforts dessus. On va également thématiser nos salles de séminaire qui actuellement sont très neutres par souci d'économie sur ces premières années d'exploitation, parce qu'on attendait aussi de connaître notre cible, de savoir si on devait thématiser ces salles-là. On s'est beaucoup posé la question. On s'est dit peut-être qu'il ne fallait pas thématiser, que les entreprises voulaient venir avec leur ADN et adapter la salle à leur marque. Finalement, ils attendent d'être immergés au sein d'une expérience dans notre parc, même dans les salles de séminaire. Alors après, nous, les formats sont, j'ai envie de dire, plutôt classiques. On est vraiment sur de l'accueil séminaire, on est sur des groupes entre 20 et 80 personnes en général, sur environ 5 salles en simultané sur la journée.
On a accueilli des privatisations de parcs à 400, 800 personnes. On voit bien que sur les traditionnels accueils café, on bannit les viennoiseries. Ils n'en peuvent plus, en fait, nous, d'avoir les croissants et les pains au chocolat. Donc, on va faire sur place nos pâtisseries, des carottes cakes pour rester dans la thématique, des gâteaux au chocolat à la courgette. Ils adorent, ils sont très friands de ce genre de choses. On remarque également qu'ils nous sollicitent, en tout cas sur la direction du parc, systématiquement, j'ai envie de dire quasiment, une présentation du lieu d'accueil. Ils ont besoin de savoir pourquoi l'événement s'organise au Potager Extraordinaire et pas ailleurs. Quelle est la plus-value de ce lieu? Pourquoi les organisateurs ont choisi ce lieu? Ils ont envie de comprendre où est-ce qu'ils sont tombés. Et intégration d'une expérience, toujours. En général, sur une journée ou 2 ou 3 de séminaire, il y aura une visite du parc, il y aura un atelier cuisine, il y aura un atelier les mains dans la terre, mais ils vont prendre toujours une activité pour sortir de leur cadre de séminaire. Et un souvenir, nous on les pousse, parce qu'on a nos propres productions de graines, nos propres productions de légumes, de soupe, mais c'est vrai que ça fait toujours partie en général de la journée type, en tout cas chez nous. Moi, quand je vous écoute, ça demande beaucoup d'adaptabilité, d'adaptation. Vous êtes combien dans chaque structure pour organiser tous ces événements? Est-ce qu'on compte les partenaires là-dedans? Non, au Palais des Congrès. Au Palais des Congrès, il y a un peu plus de 200 personnes, mais là, il n'y a pas le traiteur, il n'y a pas, le décorateur, il n'y a pas l'audiovisuel. Dans notre cas, nous, on parle de... Pour ouvrir les portes à un événement, on l'a calculé récemment, on est beaucoup dans... On parlait d'IA ce matin, puis on est beaucoup dans une réflexion sur le modèle d'affaires actuellement. Et on est en train d'essayer de mettre en place un outil de yield management pour nous aider à comprendre où sont les fluctuations possibles, où est la profitabilité et où est la rentabilité pour ouvrir les portes à un événement. C'est 12 000 $. Juste pour ouvrir les portes, c'est 12 000 $. Et ça prend en moyenne minimum 20 personnes attitrées à l'événement. Minimum. Fait que c'est beaucoup. C'est conséquent. Nicolas, vous êtes combien, vous, à La Rochelle? Sur la partie purement événementielle, il y a entre 20 et 25 personnes. Au total, la structure fait 50 personnes, mais il y a y compris l'office de tourisme et les services support. Mais sur l'événementiel, mais effectivement, 25 personnes, plus toute la sous-traitance derrière, les traiteurs, les techniciens son, images, etc. Donc ça fait un écosystème beaucoup plus large. Et Juliette, toi, vous êtes... parce que c'est tout récent. Belle perf, il n'y a quasiment personne dédié au tourisme d'affaires. On est dans la mutualisation des postes. Le parc est ouvert, on va dire, de fin mai jusqu'à novembre au grand public. Et le tourisme d'affaires va venir s'implanter dans le reste de ce champ-là. C'est vrai que les périodes septembre-octobre sont très compliquées parce qu'on doit gérer l'ouverture du parc au grand public plus le tourisme d'affaires. Donc, difficulté à mutualiser les postes sur ces 2 activités. On a un commercial qui est quasiment... à 80% sur le tourisme d'affaires qui passe un temps monstrueux à gérer les devis puisqu'il n'y a pas 2 événements similaires. Hein. Donc à chaque fois, on passe du temps sur les visites de repérage à monter l'événement. On a une personne à l'événementiel qui va faire un petit peu de régie et on mutualise nos équipes d'accueil puisque souvent les séminaires chez nous arrivent plus tôt, avant l'ouverture du parc. Donc c'est vrai que sur les plannings RH, c'est toujours compliqué de gérer les 2 en même temps. Mais on est une toute petite équipe. Donc je pense que le taux de rentabilité chez nous est plutôt intéressant. Oui, donc on voit que c'est quand même beaucoup de personnes, beaucoup de moyens humains, financiers à chaque fois pour répondre à des demandes de plus ou moins grande envergure. Et c'est pour ça qu'on a gardé ces 2 termes qui sont assez importants, adaptabilité, accompagnement, plus, répondre au maximum aux besoins des clientèles. Donc si on devait résumer notre atelier en 3 slides, comme ça nous l'a été demandé, on a effectivement quelques prérequis pour se positionner sur le maïs, qui est un marché concurrentiel, et c'est aussi un secteur où on travaille les uns avec les autres. Effectivement, il y a les palais des congrès, il y a des sites comme le potager, il y a tous les hôteliers, il y a tous les restaurateurs, tous les traiteurs, les différents partenaires. Donc vraiment, et la localisation et l'accessibilité, on en a beaucoup parlé, c'est des choses qui sont essentielles pour aujourd'hui se positionner sur le maïs
et avoir une notoriété sur le sujet. On a parlé du durable, encore du durable et du durable. On voit que c'est une demande qui augmente. Alors après, comment on peut y répondre aussi et on parlait de la schizophrénie des clientèles, donc toujours en faisant attention à ça. Et donc ce terme adaptabilité constante à chaque instant des équipes, savoir répondre aux besoins des clientèles tout en mettant aussi les limites. Ça me fait terminer cet atelier en vous posant une question. Je leur ai demandé au préalable quelle était la demande la plus what the fuck que vous avez pu recevoir dans l'organisation d'événements. Et j'en ai entendu quelques-unes qui sont très drôles, donc je vais vous laisser chacun en donner une. Emmanuel, est-ce que tu peux nous dire la demande la plus improbable que tu as pu avoir? Enfin, peut-être que tu as plusieurs exemples, mais est-ce que si tu en as deux, vas-y. Non, mais on a 5 minutes, on a le temps, mais je pense que c'est assez marrant. On recevait un événement canadien sur les grands parcs. Ils voulaient mettre en lumière le fait de pouvoir aller pêcher dans les grands parcs. Alors, ils voulaient absolument qu'on trouve une solution sur comment est-ce qu'on peut montrer comment on pêche au Canada. Alors, on a installé une grosse piscine en plein milieu du hall d'exposition et on avait des gens qui pêchaient le saumon. C'était assez comique. Puis en 2017, on a reçu l'Agacan à Montréal et quand son équipe rapprochée a débarqué 2 heures avant lui, ils ont vu le tapis rouge, ils ont marché le tapis rouge, ils ont trouvé que le tapis rouge n'était pas assez moelleux. Alors, il a fallu retirer le tapis rouge, mettre un tapis rouge hyper moelleux pour accueillir dans le centre de congrès la limo de l'Agacan. Allez, c'était quelque chose. Oui, donc adaptabilité, hein. On y revient. Juliette, c'est plus récent le potager, mais est-ce que tu as une ou deux demandes un petit peu improbables? On n'a pas encore de demande trop loufoque. Moi, j'ai hâte d'avoir une demande en mariage au potager extraordinaire à organiser, si certains sont intéressés dans la salle. Non, pour dire à quel point parfois ça va très très loin dans les demandes. On a eu effectivement une entreprise qui nous demandait un menu 100% local. Mais quand je dis local, on nous a imposé un rayon de 10 km et que ce soit même pour le poivre, le sel, l'huile. On n'a pas du poivre à 10 km autour. Donc en fait, on a dû challenger le traiteur pour qu'il nous bâtisse un menu cocktail et ensuite le repas du soir, entrée, plat, dessert, avec ce qu'il avait 10 km autour de la ronde. Ça peut aller très très loin dans les demandes. Ça nous demande beaucoup d'énergie. On va facturer, hein, bien évidemment, tout ce temps passé derrière. Mais voilà, on peut avoir des demandes où il faut prévoir du temps passé et beaucoup de créativité. Et certains qui n'ont pas forcément les moyens et qui voudraient pouvoir fermer le parc aussi eux-mêmes. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose qu'on nous demande régulièrement, parce que quand on sort des devis, quand on veut faire des soirées au potager extraordinaire qui terminent un peu plus tard pour les entreprises, on va facturer bien évidemment la sécurité, puisqu'on a toujours des agents qui seront sur le parc. Donc on nous demande régulièrement de laisser les clés du parc. Vous inquiétez pas, 7 hectares, on les fermera pour vous. Non. Ah non, pas possible. Nicolas, est-ce que tu as une ou deux demandes aussi un petit peu improbables? Alors récemment, l'espace Encan a été converti pour la fête de l'Aïd en une mosquée géante, puisque nous avions 3000 personnes qui étaient venues faire la prière de rupture du jeûne. Donc on avait compartimenté en deux espaces, un pour les femmes, un pour les hommes. Et nous, évidemment, on n'avait pas le droit d'y aller pendant ce temps-là, mais donc c'était évidemment assez atypique. Et puis un autre auquel j'ai pensé tout à l'heure, on a eu l'année dernière une tribu d'asticots qui s'est installée chez nous, puisqu'on a un événement chaque année qui s'appelle le Festival du film d'aventure. Et un des aventuriers qui était là avait vécu pendant 6 mois en autonomie complète dans le désert du Mexique, et en utilisant ses propres déchets organiques, si vous voyez ce que je veux dire, on revient un peu aux toilettes sèches, et en faisant bosser les asticots, et du coup, il nous avait amené les asticots. Donc on avait un énorme conteneur avec les asticots, et comme ils sont malins, les asticots, un soir, on avait oublié de bien fermer le conteneur, ils se sont allés se balader. Donc le lendemain matin, on a fait la chasse à l'asticot, c'était très amusant. Ah, une belle expérience.
Eh bien, écoutez, on est dans les temps, 15h29. Je pense que Ludovic va être très content. Je vous remercie à tous d'avoir assisté à cet atelier. J'espère que ça a pu vous éclairer un peu plus sur ce qu'est le maïs. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous, on en aurait beaucoup à dire encore. N'hésitez pas à venir nous voir pour en parler, parce qu'il n'y a pas que les 3 thématiques qu'on a abordées, il y en a plein d'autres. Voilà, je vous remercie à tous et je remercie les intervenants.